Je m'appelle Miguel Ángel Santana Beltrán. Aujourd'hui, je parle parce que je n'ai plus le choix confessé est devenu mon refuge autant que ma condamnation. Pendant 6 années, j'ai servi comme sicario pour le cartel de Sinaloa. J'ai veillé, j'ai frappé, j'ai scellé des silences. Mais le crime qui pèse le plus lourd sur ma conscience n'est pas un meurtre commis sur un désert de poussière, c'est l'amour interdit que j'ai nourri pour la fille d'Ismaël, El Mayo Zambada. Prononcer ce prénom me coupe la respiration. Chaque lettre est une étincelle qui pourrait embraser des vies encore aujourd'hui. Je revois Culiacán comme un paysage en 2 couches en haut, les maisons blindées, les jardins taillés, les sourires polis des gens protégés par l'argent. En bas, nos rues poussiéreuses, nos maisons qui fuient à la pluie, nos ventres creux. J'ai grandi dans ce bas-fond et j'ai appris que la loyauté se paye au prix du corps. Entrer dans le monde du cartel n'a jamais été une aventure romantique, c'était une porte vers la survie. On m'a promis un toit de l'argent, la possibilité d'envoyer des médicaments à ma mère. J'ai dit oui. Quand on m'a fait entrer dans l'équipe de sécurité de la famille Zambada, j'ai cru toucher une stabilité que je n'avais jamais connue. On m'a donné des clés, des codes, la responsabilité de garder des secrets qui valaient des millions. Derrière des murailles invisibles, j'ai découvert un ordre froid, pas d'ostentation inutile, une discipline de l'ombre. Là-bas, le luxe se mesurait en discrétion. La vraie richesse, c'était la sécurité. Elle est apparue une nuit d'avril, comme une évidence perturbante. Monica n'était pas une image d'opulence creuse sa façon de tenir une conversation sur la finance. La politique, la littérature, trahissaient une culture, une formation, une volonté. Elle n'était pas seulement la fille d'un capot, elle comprenait le monde comme on lit un livre. Voir cette lucidité dans les yeux de quelqu'un qui portait ce nom m'a bouleversé plus que je ne veux l'admettre. Les premières fois, ce furent en des regards tenus un peu plus que de raison, des paroles banales qui s'étiraient en confidences, puis des promenades volées, loin des caméras. À Puerto Vallarta, je l'ai vue sans l'armure des protections. Elle riait, parlait de voyages de livres, comme si l'océan devant nous rendait un instant humain. Elle m'a pris la main, geste simple, impossible, et quelque chose en moi s'est rompu et a pris feu. Je savais l'interdit. Je connaissais les règles, ne pas toucher à la famille, ne pas confondre la protection avec l'affection. Mais l'amour a cette arrogance stupide qui traverse n'importe quelle forteresse. Nous avons bâti notre clandestinité avec la minutie de voleurs téléphones jetables, codes maisons anonymes. Chaque geste était calculé, chaque baiser inscrit sur un compte que la mort pourrait régler. Aujourd'hui, sous une autre identité dans une ville qui n'est pas nommée sur mes papiers, je revis ces instants comme des brûlures. J'avoue non pour apaiser une âme que je sais irrémédiablement brisée, mais pour rendre publique la vérité crue, un amour qui a osé défier un empire, et qui pour cela a payé avec une vie. Mon aveu ouvre la boîte où dorment des secrets comptes en Suisse, plans d'évasion, dettes et exécutions. Si je dis tout ceci, ce n'est pas pour être pardonné. C'est pour que l'histoire soit connue dans sa violence et son absurdité. Je suis né dans un coin de Sinaloa que peu de cartes nomment avec précision. Les collines brûlées par le soleil, la poussière qui s'accroche au mur comme une seconde peau, c'est là que j'ai appris la valeur de chaque peso et l'injustice de chaque promesse. Mon père cultivait un lopin de maïs qui ne suffisait jamais. Ma mère lavait du linge pour les familles qui pouvaient payer. Nous étions 6 enfants, et la faim ne se partageait pas équitablement. Elle s'abattait sur nous tous, mais chacun à sa façon. Moi, je l'ai ressenti comme un aiguillon, une colère sourde qui me poussait à regarder plus loin que l'horizon de nos champs stériles. L'école n'était pas un refuge. Les professeurs venaient quand ils le pouvaient, mal payés, mal préparés. La salle de classe était plus un abri contre la pluie qu'un lieu de savoir. J'aimais pourtant écrire, tracer des mots que je ne comprenais pas toujours, mais qui m'ouvraient des fenêtres. J'aurais voulu continuer, mais à 12 ans, j'étais déjà un bras de travail pour la famille. Mes rêves se sont arrêtés au seuil de la pauvreté.
Je me souviens des soirs où mon père rentrait sans rien. Ses yeux étaient deux pierres fatiguées. Son silence, un jugement tu dois trouver mieux que moi. Pourtant, il n'a jamais prononcé ces mots. C'est ma mère qui une nuit m'a pris la main en me disant « Miguelito, fais attention. Le monde là-dehors est plein de tentations. Choisis bien ton chemin. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je savais que je n'avais pas de choix. Les chemins étaient tracés par d'autres, et le nôtre se fermait un peu plus chaque jour. L'adolescence, pour moi, n'a pas été faite de fêtes, ni de découvertes innocentes. Elle a été marquée par la première arme que j'ai touchée. Un cousin plus âgé, déjà lié à un groupe de guetteurs, m'a tendu un pistolet rouillé. « Si tu veux manger, tu dois apprendre à te défendre. » Le métal froid dans ma paume m'a glacé. J'ai compris que l'autorité dans notre région n'était pas la loi ni la police, mais la peur que l'on inspirait. Je n'étais pas naturellement violent. Mais la pauvreté est une forge. Elle martèle, elle plie, elle transforme. À 15 ans, j'avais déjà vu des corps laissés sur le bord des routes des hommes exécutés pour une dette ridicule. Chaque mort devenait une leçon muette. Dans ce monde, on vit ou on est effacé. J'ai commencé à m'endurcir, à effacer la compassion pour laisser place à l'instinct. Mon plus grand traumatisme est arrivé une nuit d'orage. Mon frère aîné Julio a été abattu à la sortie d'un bar. Il devait de l'argent à des petits trafiquants. J'ai couru voir son corps étendu, ses yeux ouverts, vers un ciel qui ne répondait pas. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. La justice n'est jamais venue. Personne n'a enquêté. Pour nous, les pauvres, il n'y avait pas de procès. Seulement la poussière qui recouvrait les tombes improvisées. C'est cette blessure qui m'a propulsé vers le cartel. Je voulais venger Julio, mais plus encore, je voulais que ma famille n'ait plus jamais à choisir entre un repas et un médicament. J'ai commencé à croire que l'argent pouvait tout réparer, que le pouvoir pouvait tout protéger. Cette illusion m'a guidé comme une torche dans l'obscurité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que ma route était tracée par la faim et le deuil. Le cartel n'a pas eu besoin de me séduire. Il a simplement ouvert la porte d'un destin qui m'attendait déjà. Mon enfance a été le premier crime, pas de ma faute, mais de celle des circonstances. C'est elle qui m'a livré pieds et poings, liés à l'ombre. J'avais 16 ans quand le monde clandestin m'a adressé son premier vrai sourire. Cela ne ressemblait pas à une promesse diabolique, mais à une offre d'opportunité. Dans les rues de Mazatlan, les guetteurs halcones régnaient sur les carrefours armés de radios bon marché et d'yeux perçants. Ils n'étaient pas plus vieux que moi, certains encore adolescents, mais ils portaient déjà des baskets neuves, des montres brillantes, et une assurance que je n'avais jamais vue chez mes camarades de misère. L'un d'eux, Ernesto, m'a approché. « Tu veux gagner de quoi nourrir ta famille facile. Tu regardes, tu écoutes, tu préviens. Pas besoin de tirer. » Sa voix avait le ton de la fraternité, mais derrière elle se cachait l'autorité glacée de ceux qui servaient des maîtres invisibles. Mon premier poste a été un toit. De là-haut, je voyais les rues comme un échiquier. Ma mission signalait la présence de patrouilles de police ou de voitures suspectes. J'avais une radio qui grésillait sans cesse des codes simples à répéter. Chaque signal transmis me valait quelques billets. En une semaine, j'avais gagné plus que mon père en un mois. J'ai ramené cet argent à ma mère en silence. Elle n'a pas posé de questions, mais ses yeux pleins de peur et de soulagement m'ont trahi. Elle savait. Elle savait déjà. La tentation de continuer était irrésistible. J'ai commencé à fréquenter les coins réservés aux petits du cartel. Nous étions des pièces interchangeables, mais on nous traitait comme des apprentis d'un empire. Je découvrais une hiérarchie implacable, en haut les commandants, qui donnaient des ordres en murmurant des prénoms. En bas nous les yeux et les oreilles invisibles mais essentiels. Je me sentais soudain utile, intégré, reconnu. Et c'est ce poison doux qui m'a enfermé. Un soir, Ernesto m'a confié une mission différente, accompagner un chargement de paquets vers la côte. Rien de dangereux, seulement une livraison.
Nous étions 3 armées de revolvers mal huilés. J'ai compris plus tard que ces paquets contenaient de la cocaïne. La mer avalait la lune pendant que nous chargions les embarcations. C'était la première fois que je participais directement à une opération criminelle. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait trahir notre présence. Mais quand l'argent est arrivé une liasse que j'avais du mal à tenir d'une seule main, la peur s'est transformée en adrénaline. J'étais entré. Cette nuit-là, j'ai compris la règle fondamentale. Plus on prend de risques, plus les billets sont lourds. Et plus ils sont lourds, plus les chaînes se resserrent. J'ai commencé à vivre dans 2 mondes, celui de ma famille, où je restais le fils qui aidait aux courses, et celui des ombres, où je devenais un pion armé. La frontière entre les deux s'effaçait chaque jour un peu plus. La première fois que j'ai vu le sang couler, c'était par accident. Une voiture de la police municipale est arrivée trop tôt surprise par notre mouvement. Un des nôtres a tiré sans réfléchir. Le policier est tombé sur l'asphalte, son uniforme imbibé. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que le coup de feu. Je suis resté figé, incapable de respirer. Puis Ernesto m'a secoué. « Regarde pas, avance !» J'ai avancé, et en avançant, j'ai scellé ma route. À partir de là, il n'y avait plus de retour possible. J'avais goûté à l'argent, au pouvoir minuscule que donne une arme, et même à la peur qui paradoxalement m'enseignait la force. Chaque pas m'éloignait de l'enfant que j'étais, chaque mission me rapprochait de l'homme que le cartel voulait forger. Je pensais encore pouvoir choisir, mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, le choix était déjà fait. L'appel vint d'une voix qui ne souriait jamais, le Checo Pérez, commandant général de la sécurité de la famille Zambada. Il me fit venir dans une pièce sans fenêtre, aux murs épais, où les paroles semblaient pénétrer, puis mourir. Il n'y eut ni musique ni cérémonie publique. L'initiation se joua dans la simplicité froide d'un échange. « Si tu trahis, tu n'auras pas l'ombre d'un regret », me dit-il. Ces mots étaient un contrat sans papier, une consigne scellée par la peur. On m'attribua d'abord des responsabilités concrètes, des clés, des codes d'accès, des numéros à mémoriser. Le Checo présenta les protocoles comme on enseigne une prière vérification des véhicules. Contrôle des identités, balayage des communications procédures en cas d'alerte. Chaque procédure n'était pas une routine, mais un verrou protégeant les secrets de la famille. On m'apprit à lire les silences, autant que les voix, à discerner une respiration tendue dans une pièce à sentir, quand une conversation masquait une trahison. Les épreuves ne furent pas spectaculaires. Il n'y eut pas de rituel hollywoodien, seulement des tests d'obéissance qui fauchaient la compassion. Pour mesurer ma loyauté, le Checo m'envoya mettre en scène une trahison. Il fallait piéger un contact local et fournir des preuves fabriquées. J'eus à mentir à un homme qui m'avait aidé autrefois. Je vis la confiance se briser dans ses yeux. Le geste me déchira, mais l'ordre fut exécuté, et mon silence fut récompensé d'un signe d'approbation tacite. C'est ainsi qu'on m'apprit à troquer une part d'âme contre une place. On m'initia aussi à l'art de la disparition, sortir d'un domicile sans être suivi, construire un alibi crédible, tracer des routes alternatives. Ces compétences, présentées comme indispensables pour la sécurité, devinrent des chaînes. À mesure que je les maîtrisais, je devenais indispensable. On me confia des voitures blindées, un logement plus sûr, un salaire meilleur. La reconnaissance matérielle venait avec un prix moral. Chaque avantage renforçait l'obligation d'une loyauté absolue. Les codes n'étaient pas écrits, mais gravés dans les comportements. La parole se pavait de silence. Les regards remplaçaient les explications. Lors d'un exercice, on m'exigea de ne pas intervenir quand des civils furent arrêtés dans le cadre d'une opération. Le Checo me dit « Ici, la vérité se plie. Choisis ton camp. » J'ai plié. Ce pliage m'ôta une part d'humanité que je n'ai jamais retrouvée entière. La nuit, j'appris à dormir avec le bruit des armes comme fond sonore. Les rares fêtes se réduisaient à des dîners d'affaires, où l'on parlait budget, zone et nom. Le luxe servait la nécessité véhicule blindé,
système de communication, codé maisons anonymes. On ne célébrait pas l'ostentation, on administrait la puissance comme on gère une entreprise au risque permanent. Pourtant des fragilités persistèrent. Parfois, après une mission accomplie, je pensais à ma mère, à Julio, au champ sec de mon enfance. Ces éclats d'humanité étaient dangereux. Le Chéco les détectait et les testait par des évaluations subtiles. Le rituel d'entrée ne s'arrêtait pas, il se répétait jour après jour par des épreuves et des confirmations. Chacun de mes silences devenait une preuve. Quand on me désigna garde rapproché de la famille, je ressentis une fierté avide et vidée à la fois. J'avais gagné des clés et des codes, mais j'avais perdu des repères moraux. Le rituel d'entrée n'était pas un instant figé, c'était une transformation lente qui me liait à jamais à l'ombre. Je savais que rester signifiait devenir une ombre complète. Partir signifierait souvent mourir ou disparaître sans qu'on raconte ma vérité. J'avais choisi, et ce choix me suivrait comme une empreinte indélébile. La première fois que j'ai tenu une arme en mission officielle, mes mains tremblaient, comme si elles voulaient me trahir. C'était une nuit étouffante à Culiacán. La chaleur collait au mur et les chiens hurlaient à l'unisson. On m'avait confié la protection d'un convoi qui transportait quelques caisses. Je sus plus tard qu'elles contenaient des kilos de cocaïne dissimulés sous des couches de marchandises légales. Nous étions 3 véhicules phares éteints, radio allumés. Le silence ne servait pas à masquer, mais à préparer le bruit des balles. Un pick-up suspect nous a suivis à distance. Le commandant n'a pas attendu de confirmation, il a ordonné d'ouvrir le feu. Les éclats de verre ont jailli comme des étoiles dans la nuit, et les cris se sont confondus avec les détonations. J'ai senti ma respiration se bloquer. Ma main a pressé la gâchette avant même que ma conscience accepte le geste. Quand le pick-up s'est arrêté, cabossé, 2 corps immobiles gisaient à l'intérieur. Ma première mission venait de me voler le sommeil. Mais à l'aube, on m'a remis une enveloppe remplie de billets, et l'argent a joué le rôle d'anesthésiant brutal. On m'a félicité. Tu as fait ce qu'il fallait. Dans ce monde, l'éthique n'était pas une question seulement d'une faiblesse. Quelques semaines plus tard, Vicente Zambada m'a convoqué pour une mission plus intime, surveiller une réunion dans un ranch familial. J'étais chargé de contrôler le périmètre, d'assurer qu'aucun espion n'approche. J'ai vu alors de mes propres yeux ce que signifiait le pouvoir des hommes en costume, assis à une table, décider du sort de dizaines d'autres, comme s'il s'agissait de chiffres sur un tableau. Vicente, calme et méthodique, parlait avec la froideur d'un comptable qui devait vivre, qui devait disparaître. C'est ce soir-là que j'ai compris que dans le cartel, la mort n'est qu'une ligne dans un bilan. J'ai senti mon estomac se retourner, mais mon visage est resté impassible. Je faisais désormais partie du théâtre. Ma réputation grandissait. On me considérait comme discipliné fiable. On m'a confié le rôle de coordinateur pour un petit groupe d'hommes, 20 sicarios, sous mon commandement. Je n'étais plus seulement exécutant, j'étais celui qui ordonnait. La première fois que j'ai dû donner un ordre de tirer, j'ai senti mon cœur se fendre. Mais mes hommes attendaient de leurs doigts sur la détente, et ma voix devait trancher le silence. J'ai dit « feu » et le vacarme a couvert ma culpabilité. Après cela, mes ordres sont sortis plus facilement, comme si ma gorge s'était habituée à cracher du sang invisible. Les missions variées ont escorté des chargements, surveillé des réunions, éliminé des traîtres. Chacune était un pas de plus vers une normalité macabre. L'argent s'accumulait et je pouvais enfin offrir à ma famille un toit digne de la nourriture régulière. Mais chaque billet sentait la poudre, chaque repas avait le goût amer de l'injustice. Pourtant je continuais, car l'alternative n'existait plus. Sortir du cercle, c'était disparaître. Un souvenir reste gravé, comme une brûlure. Une nuit pluvieuse, on m'a ordonné d'exécuter un ancien compagnon, accusé d'avoir vendu des informations. Je connaissais son rire, je connaissais sa faim, je connaissais ses rêves. Quand je lui ai tiré dans la nuque,
J'ai tué non seulement un homme, mais le dernier fragment de ma naïveté. En rentrant, j'ai vomi dans le noir, mais le lendemain, j'ai repris mon rôle impeccable, silencieux. Le cartel ne laissait pas de place aux larmes. Ses premières missions m'ont façonné plus sûrement que toutes les années précédentes. Elles ont durci ma peau, glacé mes veines, et bâti une façade que même ma mère n'aurait pas reconnue. Je devenais un soldat de l'ombre, un pion indispensable, et chaque goutte de sang versé m'ancrait plus profondément dans un monde dont on ne sortait jamais vivant. La promotion se fit par petites touches, une voiture plus grande, un logement mieux situé, des enveloppes plus épaisses. Ces signes mineurs m'indiquèrent que j'avais gagné en rang. On me donna la responsabilité d'un groupe de 20 hommes. Superviser des hommes fut un apprentissage brutal, répartir les missions, arbitrer les fautes, supporter la solitude d'une décision. Ma voix comptait désormais. Ma présence s'attendait. Avec la montée vinrent aussi des privilèges inattendus. J'accédais à des réunions privées où l'on parlait chiffres, zones d'influence et stratégies de blanchiment. J'appris à négocier la sécurité d'une transaction et à convertir le silence en force. Les enveloppes payaient les cœurs et les consciences. J'ai vu des comptes offshore recevoir des transferts qui changeaient des vies en une nuit. L'argent offrait une illusion de contrôle. Pourtant, le pouvoir avait ses chaînes. Décider de la vie d'un homme devint routinier. Chaque décision me laissait une cicatrice invisible. On m'enseigna à évaluer la valeur d'une information, à mesurer le risque d'un rival, à trancher quand la peur commandait. La responsabilité était une armure qui protégeait autant qu'elle isolait. J'ai vu des compagnons se transformer en calculateurs. Le sentiment d'appartenance se mua en froideur. Sur le plan matériel, tout changea. Ma nouvelle maison avait des murs épais, des caméras et des pièces qui ne semblaient pas faites pour la lumière. Les déplacements se firent en véhicules blindés. Les rendez-vous se tenaient dans des ranchs isolés ou des villas privées. Le luxe n'était jamais ostentatoire, il servait l'anonymat. Nous vivions dans une opulence qui ne permettait pas de célébrer, seulement de planifier. La peur, loin de disparaître, devint plus subtile. Les menaces se glissaient dans les silences. Un sourire pouvait cacher une manipulation, une faveur, un test. J'appris à lire les gestes minuscules, une main qui hésite, un regard fuyant. Ces détails pouvaient sauver une opération ou déclencher un bain de sang. Vivre avec cette vigilance constante vous rongeait de l'intérieur. C'est aussi à ce moment que je découvris l'étendue globale du réseau. Les opérations franchissaient désormais les frontières, ports étrangers, banques en Suisse, courtiers en Europe et en Asie. Les partenaires n'étaient plus seulement des voisins, mais des institutions capables de blanchir des millions. J'entendis parler de collaboration avec des groupes italiens, asiatiques et de comptes cachés sous des sociétés écrans. La portée de nos activités dépassait tout ce que j'avais imaginé. Cette responsabilité me grisa et m'aliéna à la fois. J'éprouvais la fierté d'appartenir à quelque chose de puissant, mais je voyais aussi la mécanique implacable qui broyait des vies. Chaque succès financier avait son revers de sang. Les nuits, en vérifiant des listes de contacts et des codes d'accès, je comprenais que l'ascension n'offrait pas de sommet sûr, seulement des étages où l'on pouvait tomber plus bas. Un soir, alors que je quittais une réunion, Vicente me regarda droit dans les yeux et dit « Ici, la loyauté est l'unique capital. » Sa phrase n'était pas une menace, c'était une règle gravée. Je compris que ma position n'était pas un triomphe moral, mais une obligation mortelle. J'avais plus de pouvoir, mais aussi plus d'ennemis. À la maison, pourtant, la vie ordinaire revenait par bribes, l'appel de ma mère, l'image d'un frère disparu, une photo cachée dans un tiroir. Ces souvenirs me rappelaient l'homme que j'étais avant les clés et les codes. Ma promotion m'avait élevé, mais elle m'avait aussi isolé. Je montais, je m'éloignais de ce que j'avais été. L'intérieur du cartel ressemblait moins à une bande criminelle qu'à une forteresse invisible, régie par des lois plus strictes que celles de l'État. On parlait de « la familia », non pas comme une métaphore, mais comme une entité vivante,
où chaque cellule devait obéir au rythme imposé. Les règles n'étaient pas écrites dans un manuel, elles circulaient dans les gestes, les regards, les rumeurs. Et la première de ces règles était le silence. Le silence avait 1000 formes, ne pas poser de questions inutiles, ne jamais répéter ce qu'on avait vu, ne jamais laisser deviner ce qu'on savait. Le silence était plus fort qu'une arme, parce qu'il préservait la continuité. Ceux qui l'oubliaient payaient cher. J'ai vu un jeune sicario plaisanter trop bruyamment dans une réunion. 2 jours plus tard, son corps fut retrouvé dans un fossé. Le message était clair, chaque mot peut coûter la vie. Les sanctions étaient autant pédagogiques que terrifiantes. On ne se contentait pas d'éliminer, on montrait. Un traître abattu en public devenait une leçon pour 100 autres. Les exécutions servaient d'avertissement de ciment pour la discipline. Nous savions que la peur n'était pas une faiblesse, mais un instrument de gouvernance. Elle circulait dans nos veines aussi sûrement que la cocaïne dans nos cargaisons. Et pourtant, au cœur de cette mécanique glacée, des instants de luxe surgissaient. Les dîners organisés par Vicente n'avaient rien de fêtes tapageuses, tables dressées, avec raffinement vins étrangers, conversations mesurées. C'était une opulence discrète, toujours enveloppée de vigilance. Chaque éclat de cristal, chaque morceau de viande importée rappelait l'étendue de notre puissance, mais aussi la fragilité de cette illusion. Car derrière les rires se cachaient des regards qui jaugeaient, soupçonnaient, évaluaient la loyauté de chacun. Les relations entre nous n'étaient jamais simples. La camaraderie existait, mais elle était piégée. On pouvait boire ensemble, rire ensemble, mais on savait qu'au premier ordre, l'un pouvait devoir éliminer l'autre. La fraternité se limitait à la mission. La trahison n'était pas rare. Elle naissait du désir de grimper plus vite, d'échapper à une dette, de séduire les faveurs d'un supérieur. Vivre au sein du cartel, c'était accepter que chaque poignée de main cache un possible couteau. Je me rappelle une scène dans un ranch près de Sonora. Nous étions rassemblés autour d'une table, une vingtaine d'hommes. Vicente parla des nouvelles mesures de sécurité imposées par El Mayo. Interdiction des réseaux sociaux, contrôle des déplacements, vérification systématique des communications. Certains grognèrent, d'autres hochèrent de la tête. Moi, je notais la méfiance croissante. Le patron ne se contentait plus de contrôler les ennemis, il surveillait aussi sa propre maison. C'était le signe que la paranoïa devenait le ciment de notre existence. Dans ce climat, je commençais à sentir le poids de l'invisibilité. Ma vie se réduisait à des codes, des gardes, des mots de passe. Chaque jour ressemblait à une répétition du même rituel, vérifier, protéger, suspecter. Le luxe ne servait pas à vivre mieux, mais à cacher plus habilement. J'étais riche en biens, mais pauvre en repos. Chaque sourire de mes compagnons me paraissait chargé d'intentions cachées. Ce quotidien façonna mon esprit comme une lame affûtée, précis, froid, prête à couper. Mais il laissa aussi une cicatrice. Dans ce monde, l'amitié était une dette, l'amour, une trahison, la loyauté, un contrat signé avec le sang. Je vivais dans l'organisation comme dans une prison dorée, conscient qu'aucun mur ne pouvait m'offrir l'évasion. Les règles étaient devenues ma seconde peau, et je ne savais plus si je pouvais encore l'arracher. Jusqu'alors, j'avais cru que mon rôle se limitait à protéger, à tirer, à obéir. Mais le jour où je fus affecté à Monica, la fille d'El Mayo, j'ai entrevu un monde plus vaste, un échiquier dont je n'étais qu'une pièce ignorante. Elle n'était pas une simple héritière capricieuse. Derrière ses yeux d'une lucidité perçante se cachait la véritable directrice financière de l'Empire. Elle parlait anglais, italien, un peu de japonais. Elle jonglait avec des chiffres comme d'autres, avec des balles. Pour elle, déplacer 50 millions de dollars à travers des banques suisses n'était qu'un exercice de routine. J'ai compris alors que le cartel n'était pas seulement un monstre mexicain, c'était une multinationale criminelle. Les rencontres auxquelles je l'accompagnais révélaient un théâtre inattendu. Dans un hôtel luxueux de Puerto Vallarta, je la vis négocier avec des hommes venus du Japon.
Leurs costumes impeccables cachaient les cicatrices d'une autre mafia, la Yakuza. Dans une villa de Mazatlan des Italiens, Parlenba de cargaison maritime avec la froideur des clans de Calabre. Une fois au téléphone, elle échangea en mandarin des formules qui scellaient des accords avec les triades chinoises. Ce n'était plus une guerre de territoire, c'était une toile mondiale, une finance obscure qui liait continent et gouvernement. Je découvrais peu à peu que les politiciens, les entrepreneurs, même certains policiers de haut rang, n'étaient pas nos ennemis, mais nos associés invisibles. Des sénateurs américains, selon elle, fermaient les yeux en échange de dons détournés. Des juges mexicains enterraient des dossiers compromettants contre des valises de billets. Ce que je prenais pour un cartel armé était en réalité une institution parallèle plus puissante que l'État. Moi, le soldat de base, je servais une machine dont je n'avais jamais perçu l'étendue. Mais le plus grand bouleversement fut cet amour impossible. Monica, avec son intelligence et son courage, m'attira comme une flamme. Nous construisîmes une clandestinité faite de codes secrets de maisons anonymes de téléphones jetables. Elle me confia un plan insensé, quitter le pays, fuir le cartel et s'appuyer sur les 52 millions qu'elle avait cachés en Suisse. Pour elle, c'était la seule chance de vivre libre. Pour moi, c'était signer mon arrêt de mort. Mais j'acceptais aveuglé par la passion. Le twist arriva comme une gifle, Vicente, mon supérieur, et frère de Monica, me convoqua. Mon père s'inquiète. Ta sœur agit de façon étrange. Tu dois enquêter. On me demanda de surveiller ma propre amante. J'étais pris au piège dans un cercle vicieux. Si je trahissais Monica, je signais sa condamnation. Si je trahissais le cartel, je signais la mienne. Chaque regard posé sur moi devenait une menace. Chaque mot prononcé sonnait comme une trahison. À mesure que j'enquêtais fictivement Monica, me révélaient davantage les codes d'accès, les comptes bancaires, les routes de blanchiment. Elle portait sur ses épaules une connaissance qui dépassait de loin nos frontières. Mon père contrôle plus de 60% du trafic vers les États-Unis, me dit-elle une nuit. Mais il contrôle aussi des banques des politiciens des entreprises multinationales. L'empire est mondial. En entendant ces mots, je compris que notre fuite n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était une menace directe contre l'équilibre d'un empire planétaire. Je n'étais plus seulement un sicario amoureux. J'étais devenu le dépositaire d'un secret qui, s'il éclatait, pouvait ébranler des gouvernements. Et chaque seconde passée auprès de Monica me rapprochait d'un destin que je ne maîtrisais plus. Le complot n'était pas seulement familial, il était international. Et dans cette toile immense, nous étions deux fugitifs déjà condamnés. Tout bascula au début de décembre 2016. Vicente me convoqua dans son bureau privé, une pièce étroite parfumée de tabac froid. Ses yeux fixaient un point invisible derrière mon épaule. « Mon père n'est plus patient, dit-il. Les anomalies de Monica sont trop nombreuses, voyages imprévus, comptes non déclarés, téléphone hors système. Tu vas la suivre discrètement et me rapporter ce qu'elle cache. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. On me confiait l'enquête qui devait tôt ou tard dévoiler ma propre trahison. Cette nuit-là, je retrouvai Monica dans un café discret de Culiacán. La peur assombrissait ses traits. « Mon père soupçonne déjà, » lui dis-je. Elle hocha la tête, calculant rapidement nos options. « Il nous reste 3 chemins, avouer, inventer une histoire crédible, ou fuir immédiatement. » Sa voix tremblait à peine, mais je savais qu'elle venait de condamner 2 des 3 scénarios. L'aveu signifiait « la mort, le mensonge n'aurait qu'un sursis ». Il ne restait que la fuite. Nous avons conçu un plan précipité, partir séparément, se retrouver 1 semaine plus tard en Suisse. Elle disposait de 52 millions cachés derrière des banques complices. « Cet argent est notre seule chance », souffla-t-elle. Mais nous avions sous-estimé la vigilance d'El Mayo. 3 jours avant notre départ prévu, Vicente m'annonça. « Demain soir, mon père confrontera Monica. Tu seras présent. » Mon cœur s'arrêta. C'était la fin. Si elle parlait, j'étais perdu. Si elle se taisait, elle mourrait. Je déclenchai notre code d'urgence. À la lueur d'une station-service,
Nous nous jurâmes de partir dès cette nuit-là. Nous prîmes la route vers Mazatlan, longeant des chemins secondaires, évitant les barrages. Chaque kilomètre résonnait comme une fuite en avant. Dans la voiture, Monica me révéla l'ampleur de l'empire de son père, non seulement la drogue, mais aussi le trafic d'armes, les enlèvements, l'extorsion de multinationales. Ce que je transporte dans ma tête vaut plus que tout l'or du cartel, dit-elle, en serrant contre elle un ordinateur rempli de codes et de documents. Nous parvînmes à Tijuana au matin épuisés. Dans la file du poste frontière de San Isidro, mes mains moites tenaient un passeport qui me semblait peser une tonne. Monica, grâce à ses faux papiers, franchit le contrôle. J'entrai aux États-Unis avec mon identité réelle. De l'autre côté, dans les rues de San Diego, nous nous séparâmes selon le plan. Nos regards se croisèrent une dernière fois remplis de cette certitude amère, nous n'aurions peut-être plus jamais l'occasion de nous revoir. 3 jours plus tard, dans une chambre d'hôtel à Los Angeles, la télévision m'arracha le souffle. Une femme mexicaine retrouvée morte dans un hôtel près de l'aéroport de San Diego, signe de torture, enquête pour lien possible avec le crime organisé. Je sus immédiatement. Monica avait été rattrapée. Le cartel avait franchi la frontière, acheté des complicités et brisé nos rêves. L'amour de ma vie avait disparu dans un silence rouge. Le désespoir me fit commettre un acte irréversible. Je me présentai au FBI les mains vides mais la mémoire pleine. Je leur offris tous les routes, les contacts, les méthodes de blanchiment que Monica m'avait confiées. En échange, je demandais une seule chose, la survie. Pendant 6 mois, j'endurai interrogatoire, négociation, puis la transformation radicale du programme de protection des témoins. On me donna un nouveau visage, un nouveau nom, un nouveau néant. J'étais vivant, oui, mais ruiné à jamais. L'effondrement n'avait pas seulement détruit Monica. Il avait brisé mon identité, mon passé, ma famille. Je n'étais plus qu'une ombre parmi les vivants condamnés à errer loin de mes racines. L'ascension que j'avais connue s'achevait dans le vide, dans la perte absolue. Mon effondrement fut total, amoureux, criminel humain. Mon nom de naissance n'existe plus. Dans les dossiers officiels, Miguel Ángel Santana Beltrán est mort il y a des années, remplacé par une identité que je n'ose pas prononcer à voix haute. Mais ce qui ne s'efface jamais, ce sont les souvenirs. Le programme de protection m'a donné un visage neuf, un toit, un emploi modeste dans une ville américaine dont je tairai le nom. Pourtant, chaque matin, je me réveille avec le poids d'un passé qui ne s'allège pas. J'ai coopéré. J'ai parlé. J'ai livré ce que je savais des routes de blanchiment des comptes en Suisse, des politiciens américains achetés par le cartel. Plus de 300 arrestations ont suivi. Des scandales ont éclaté jusqu'au Congrès des États-Unis. Sur le papier, mon témoignage a frappé fort. Dans la réalité, rien n'a changé. Le cartel respire encore le flux d'argent et de drogue, ne s'est jamais tari. J'ai appris que même les vérités les plus brûlantes n'abattent pas des empires qui se nourrissent de l'ombre. Ce que je n'ai jamais pu donner, ce sont les codes secrets que Monica gardait en elle. 52 millions de dollars dorment encore quelque part en Suisse, inaccessibles à tous. C'est son dernier geste de défi, son héritage silencieux. Chaque fois que j'y pense, je ressens une douleur mêlée d'orgueil. Elle a emporté avec elle une part de l'empire de son père, comme une cicatrice éternelle sur son règne. Mon plus grand remords n'est pas d'avoir tué pour le cartel. Ce n'est pas non plus d'avoir trahi mes anciens compagnons en collaborant avec le FBI. Mon vrai remords, c'est d'avoir cru que l'amour pouvait nous sauver. J'ai accepté ses baisers, ses rêves de fuite, ses plans de liberté. Et en acceptant, je l'ai condamnée. Si j'avais résisté, elle vivrait peut-être encore enfermée dans la cage dorée de son père, mais vivante. Au lieu de cela, son corps sans vie a été jeté comme un avertissement. J'ai aimé, et ce fut sa mort. Aujourd'hui, je comprends une vérité amère dans le monde du narco. Tout peut se négocier territoire, cargaisons, alliances. Mais il est une règle intangible. La famille du chef est intouchable.
Qui ose franchir cette limite signe son arrêt de mort. J'ai transgressé cette loi non écrite, et la sentence est tombée. Monica a payé de sa vie, moi de mon âme. Je vis désormais dans une solitude étrange. Personne autour de moi ne connaît mon histoire. Je suis un fantôme qui travaille. Souris poliment, rentre le soir dans un appartement sans souvenir. La nuit, je parle à Monica dans le silence comme si elle pouvait m'entendre à travers le temps. Elle était plus qu'une amante, elle était une porte vers un autre futur. Mais les portes dans mon monde s'ouvrent rarement sur la liberté. Elles s'ouvrent sur des tombes. Ceci est ma confession. Pas pour être pardonné, le pardon n'existe pas pour ceux qui ont baigné dans le sang, mais pour que l'on sache. Quiconque croit pouvoir aimer dans ce monde se trompe. L'amour chez nous n'est pas une force, mais une faiblesse exploitée, punie, détruite. C'est une leçon gravée en moi, avec plus de brutalité que toutes les balles que j'ai tirées. Alors, si un jour vous entendez prononcer le nom d'El Mayo, souvenez-vous que derrière ce nom se cache un empire plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Souvenez-vous que ces véritables armes ne sont pas les fusils, mais les secrets. Et souvenez-vous surtout de cette vérité finale, les vrais patrons restent toujours invisibles.